Sam. Your mission is to help Paul's JV and deliver the rest of the video script so it can be completed. And be careful. I heard Cliff was hanging around nearby. Good luck. Die Hardman a donné la mission à Sam, espérant qu'il retrouve Kevin à temps chez Mama, sinon on ne pourra pas finir cette vidéo. 2015 n'a pas été de tout repos pour Hideo Kojima. Entre la sortie de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain et le besoin de voler de ses propres ailes, il y avait de quoi faire. Monter son propre studio n'est pas une chose facile, mais heureusement pour Kojima, il a pu compter sur de fidèles alliés, tels que Yoji Shinkawa, Ken Maizumi et Ayako Terashima. Shinkawa, présent aux côtés du créateur depuis la version PC98 de Police Notes, conserve son rôle de directeur artistique, tandis qu'Imaizumi supervise la production. Ce n'est qu'en novembre 2016 que Shinji Hirano rejoint le studio pour assurer la présidence, renforçant ainsi la structure de l'entreprise. Hideo Kojima se plonge corps et âme dans son nouveau projet. Il multiplie les sessions de brainstorming dans un bureau modeste et enchaîne les rendez-vous avec des acteurs majeurs de l'industrie. Parmi ces rencontres, une en particulier sort du lot, Shuei Yoshida, une vieille connaissance. Pour la petite anecdote, leur relation remonte à la version PlayStation de Police Notes. Ces retrouvailles, bien que discrètes en apparence, marquent en réalité les prémices d'un partenariat entre PlayStation et Kojima Productions. Si toutes ces choses se passent en backstage, c'est le 16 décembre que Hideo Kojima annonce prendre un nouveau départ en indiquant, je cite « Je continuerai à m'engager dans des activités créatives aussi longtemps que je vivrai. Je me tourne vers l'avenir afin de voir ce qui arrivera. » Et ce fut le cas, puisque quelques heures plus tard, il annonce sur Twitter un logo en indiquant viser le nouveau monde avec les dernières technologies et l'esprit de pionnier. Ce nouveau départ n'a pas été annoncé qu'avec des tweets, mais aussi par le biais d'une vidéo plutôt solennelle où Andrew House, à l'époque PDG de PlayStation, annonçait un partenariat entre le consolier et Kojima Productions. Peu de temps après, et précisément le 19 janvier 2016, Hideo Kojima et Mark Cerny embarquent pour une aventure de 10 jours à la recherche de nouvelles technologies. Ces aventures les emmènent aux quatre coins de l'Occident, mais c'est en Hollande que le créateur trouve sa pépite. Herman Hulst, qui était le président du studio Guerrilla Games, lui fait la démonstration d'un moteur particulièrement renommé aujourd'hui. Ce qui devait être une brève visite a finalement duré plusieurs jours, Kojima ayant noué des liens solides avec Herman et Michiel van der Loo, directeur technique. Lors de cette rencontre, Guerrilla Games a pris la décision surprenante de fournir à Kojima Productions l'intégralité du code source de leur moteur sur une clé USB. Kojima et son équipe étaient stupéfaits par cette générosité et se demandaient pourquoi Guerrilla faisait un tel geste. La réponse de Hulst était simple, permettre à Kojima Productions de créer un jeu en leur offrant les moyens techniques nécessaires. À cette époque, le moteur n'avait pas encore de nom, et Kojima et Hulst ont fini par le baptiser Decima, en référence à une île artificielle dans la baie de Nagasaki. Cette île, aussi appelée Deijima, avait été construite en 1634 pour servir de lieu de résidence aux marchands portugais, permettant ainsi au Japon de limiter leur influence sur le reste du pays. Plus tard, en 1641, l'île devint le seul port commercial du Japon avec le reste du monde, lorsqu'elle fut occupée par les Néerlandais. Ce nom symbolique reflète les échanges culturels et technologiques entre les deux studios. Pour faciliter l'utilisation du moteur Decima par Kojima Productions, une équipe d'ingénieurs de Guerrilla s'est rendue régulièrement à Tokyo. Certains d'entre eux ont même été intégrés directement dans les équipes du studio pour fournir un support technique constant. Ce partenariat étroit a permis aux deux studios d'améliorer le moteur au fil des échanges, chaque studio contribuant à enrichir la technologie en fonction de ses besoins et de ses expériences. En fin janvier, il est également parti du côté de San Diego pour aller rendre visite à un studio de PCAP. Vous allez sûrement me demander ce qu'est la PCAP. Laissez-moi vous expliquer. La PCAP ou Performance Capture, c'est une technique utilisée dans les jeux vidéo et le cinéma pour capturer non seulement les mouvements du corps d'un acteur, comme dans la motion capture, mais aussi les expressions faciales et les inflexions vocales. Avec la PCAP, les acteurs portent des capteurs sur le visage et le corps, et parfois un casque avec des caméras, permettant d'enregistrer avec précision les expressions, les mouvements et la voix en temps réel. Cela permet donc de capturer l'essence même des émotions des acteurs et d'ajouter un réalisme supplémentaire. Une fois le studio de PCAP visité, Kojima est allé durant le mois de février rencontrer Norman Reedus pour lui demander s'il voulait être dans Death Stranding, avec un petit coup de pouce de Guillermo del Toro.
Norman Reedus raconte lui-même cette rencontre. J'ai rencontré Hideo pour la première fois lorsque Guillermo del Toro m'a appelé pour me dire « Écoute, un gars va t'appeler pour te proposer de faire un jeu vidéo avec lui. Dis juste oui. » J'ai demandé qui c'était et Guillermo m'a répondu « Fais-moi confiance, dis juste oui. » Guillermo m'a offert ma carte SAG et mon premier rôle d'acteur, donc je lui fais entièrement confiance. Je savais que ce gars serait un bon si Guillermo le recommandait. À l'origine, nous étions censés faire un autre jeu ensemble, un Silent Hills. Peu de temps après, ils sont revenus me voir en me disant que Sony soutenait Kojima sur un tout nouveau projet. J'étais encore plus enthousiaste cette fois-ci, surtout quand Hideo est venu au Comic-Con de San Diego, avec un iPad pour me montrer quelques concept art sur lesquels il travaillait. C'était tout simplement hallucinant. Dès ce moment-là, j'ai su que ça allait être un succès assuré. D'ailleurs, autre anecdote intéressante concernant le casting, Hideo Kojima a récemment raconté qu'il avait proposé le rôle de Mama à Margaret Qualley après avoir vu sa prestation dans la publicité pour Kenzo, réalisée par Spike Jonze. Une nouvelle preuve que Kojima puise ses inspirations partout, même dans des formats inattendus comme une publicité de parfum, lorsqu'il s'agit de trouver les interprètes idéaux pour donner vie à ses personnages. L'autre fait intéressant est celui que Hideo Kojima ait proposé Death Stranding à Sony sans pitcher l'idée du jeu. Sony a pris le pari de suivre le créateur japonais. L'ancien PDG de PlayStation, Andrew House, a été la personne qui a soutenu Hideo Kojima pour fonder Kojima Productions. Il parle japonais et a financé Death Stranding après le départ de Kojima de Konami. Kojima Productions a même obtenu un bureau en face du siège de SIE Japan. Le pari qu'a été Death Stranding s'est concrétisé pour la première fois lors de l'E3 2016 avec une bande-annonce intrigante. L'annonce de Death Stranding, du coup, c'était assez spectaculaire. Moi, j'étais dans la salle quand on voit Kojima arriver et même devancer les petits carrés lumineux qu'ils avaient prévus pour lui. C'était assez rigolo. Et quand il a présenté le premier trailer, on était tous vraiment bouche bée dans la salle. On savait pas ce qu'on venait de voir. Et donc, c'était hyper intéressant de voir ce jeu de piste assez classique dans la carrière de Kojima qui se mettait en place dès l'annonce. On y voit Norman Reedus, nu, tenant un bébé dans ses bras, debout sur une plage mystérieuse jonchée de cadavres d'animaux marins. Puis apparaît un titre, Death Stranding. Impossible alors de deviner ce que Kojima réservait aux joueurs, ce qui a déclenché une avalanche d'analyses et de théories au sein de la communauté. Dans mon quotidien chez jeuxvideo.com, j'ai aussi suivi ça et je me suis amusé à faire des vidéos de théories. Et c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. On était là en train de se dire, ok, donc on est des sortes de messagers. Peut-être que ça a un lien avec la mythologie grecque. Peut-être que ça a un lien avec la mythologie égyptienne, parce qu'il y avait vraiment une profusion d'éléments qui faisaient référence à l'au-delà, la mort, les divinités et beaucoup aussi d'éléments hyper paranormaux et très mystiques. Donc c'était hyper intéressant de participer à ce jeu de piste. Cette annonce marque également la deuxième collaboration officielle entre Hideo Kojima et Norman Reedus. Kojima a d'ailleurs confié après coup qu'il espérait sortir Death Stranding avant 2019, en clin d'œil à l'année où se déroule le film Akira. La suite, on la connaît. Plusieurs bandes annonces ont suivi jusqu'à la sortie du jeu en France le 8 novembre 2019. Mais comment s'est déroulé le processus créatif ? Comment en étant arrivé à concevoir Death Stranding et ses thèmes ? Comme l'explique si bien Hideo Kojima en interview, Trump construisait un mur frontalier et défendait une politique de America First. Le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Partout, on voyait la division et l'isolement se renforcer. Mon intention était de tirer la sonnette d'alarme, mais cela s'est avéré être un reflet de la réalité. J'ai choisi de montrer la division et l'isolement parce qu'ils existaient déjà. Ces événements ont profondément influencé la vision de Death Stranding, un jeu où le lien entre les individus devient un enjeu central face à un monde fracturé. C'est là qu'intervient Bridges. Pour mieux comprendre, il s'agit d'une entreprise de logistique fondée dans le but de reconnecter une société américaine fracturée après le cataclysme connu sous le nom de Death Stranding. Selon Hideo Kojima, Bridges incarne l'antithèse des murs érigés par Trump, symbole d'isolement et de défense. Certes, un mur peut protéger, mais il instaure également une séparation, un repli sur soi qui coupe du reste du monde. En revanche, un pont, c'est tout l'inverse. Il permet de relier, de connecter plutôt que d'isoler. C'est précisément ce rôle que Sam, le protagoniste du jeu, endosse en travaillant pour Bridges. Sam a la lourde responsabilité de construire des ponts dans un monde divisé et isolé.
À cet égard, Death Stranding a acquis une résonance particulière pendant la pandémie de C-19 où le monde entier s'est retrouvé confiné, contraint de trouver de nouvelles façons de maintenir le lien entre les individus. En parlant de livraison, comment Kojima en est-il venu à cette idée ? Lors d'une interview, il a expliqué qu'il avait, dans sa jeunesse, eu un travail temporaire consistant à livrer des cartes de vœux pour le Nouvel An. À l'époque, Internet n'existait pas encore, et ces cartes représentaient un lien précieux entre les familles. Ce souvenir a résonné en lui et s'est retrouvé dans Death Stranding, un jeu qui illustre précisément cette volonté de connecter les gens et de les rapprocher, même à travers des actes simples comme une livraison. J'espère que Sam s'en sort. Il doit impérativement retrouver Kevin chez Mama. Hi, Sam. I wanted to warn you. A tornado is getting dangerously close. Sam? Sam, do you copy? Maintenant qu'on a retracé la création de Kojima Productions jusqu'à la sortie du jeu, il est temps de s'attarder sur Death Stranding lui-même. Qu'est-ce que Hideo Kojima souhaitait véhiculer comme expérience ? Hideo Kojima explique. Au début du jeu, les joueurs ressentent une profonde solitude en s'aventurant seuls sur un chemin périlleux. Chaque livraison, chaque lien créé dans ce monde fracturé accentue ce sentiment. Mais peu à peu, ils découvrent que d'autres personnes, d'autres Sam, accomplissent la même mission ailleurs. Même s'ils ne peuvent pas se voir, des indices laissés par d'autres joueurs apparaissent. Et ce moment de reconnaissance est une révélation. Je ne suis pas seul. Dès lors, le monde s'ouvre. Cette absence de vie animale et d'insectes dans Death Stranding renforce d'ailleurs la solitude et le désespoir. Kojima utilise une technique de réduction du monde, éliminant ville et écosystème pour recentrer le joueur sur les relations humaines. Dans cet univers réduit, chaque rencontre, chaque interaction devient précieuse et significative. Kojima intègre aussi une forme de communication indirecte inspirée de l'époque des lettres, quand les messages prenaient des mois à arriver, créant une empathie liée à l'attente. Dans le jeu, cette communication différée se retrouve dans les objets laissés par d'autres joueurs. Une valise abandonnée suscite des questions et des réflexions sur leurs intentions. Ce processus invite les joueurs à imaginer les émotions de l'autre, rappelant une empathie moins présente dans notre ère de communication instantanée. Le gameplay, lui, repose sur l'idée d'être seul tout en étant connecté aux autres joueurs grâce au Social Strand. Et là, jeune spectateur intrépide, tu vas me demander ce qu'est le Social Strand. Ne bouge pas, je t'explique. Le Social Strand System de Death Stranding incarne le concept central de connexion à travers des fonctionnalités multijoueurs asynchrones. En intégrant profondément ce système dans la mécanique et la philosophie du jeu, Hideo Kojima le considère comme un nouveau genre qu'il a nommé Strand. Tout au long de l'aventure, les joueurs peuvent se connecter de différentes manières grâce à ce système. Ils peuvent donner des likes à d'autres joueurs pour des équipements ou constructions utiles, comme des abris et des ponts. Kojima souligne ainsi que les joueurs ne sont jamais vraiment seuls pendant leur périple. D'ailleurs, pourquoi des likes et pas de l'argent ? La réponse est assez simple. Avant de se lancer dans le développement du jeu, Hideo Kojima a visité une société de livraison pour leur demander ce qu'ils appréciaient dans leur travail. La réponse a été claire, ils aimaient être remerciés par les clients. Kojima a donc voulu que les joueurs ressentent cette même sensation de reconnaissance et de gratitude, symbolisée par les likes dans le jeu. Plutôt qu'une récompense monétaire, il a mis en place un système basé sur l'appréciation mutuelle, renforçant ainsi l'idée que le véritable lien entre les individus repose sur la coopération et la reconnaissance, plutôt que sur une simple transaction économique. Dès les premières phases de réflexion, Kojima n'imagine pas Death Stranding comme un simple jeu de livraison. Il part d'un concept plus abstrait, mais profondément humain, le lien. Il s'inspire pour cela d'un texte fondamental, la première page du livre Nawa de Kobo Abe. Un passage qu'il cite à plusieurs reprises, notamment lors des conférences BAFTA ou dans The Creative Gen. Il y est question de deux objets que l'humanité a toujours utilisés, le bâton et la corde. Le bâton utilisé pour repousser les menaces, la corde, au contraire, pour rapprocher ce que l'on aime. Kojima reprend cette opposition pour poser les fondations de son nouveau genre, qu'il appelle Strand Game. Là où la plupart des jeux vidéo reposent sur des mécaniques de confrontation, le bâton, Death Stranding choisit la corde, celle qui unit, attache, connecte. D'où cette idée de livraison non pas comme mission logistique, mais comme acte de connexion. Même les likes dans le jeu deviennent des poignées de main virtuelles, symbole d'une reconnaissance mutuelle. Le joueur ne fait pas que parcourir des kilomètres, il tisse des liens invisibles.
C'est cette philosophie, née d'une réflexion littéraire, qui structure tout l'univers de Death Stranding. Outre la connexion des joueurs et leur SAM au pluriel, il faut dire que le pari de Sony a été audacieux, tant il est difficile de cataloguer Death Stranding. Outre l'aspect connexion des joueurs sans se voir, il y a la mécanique de gameplay principale, consistant à effectuer des livraisons pour connecter le monde, et à plus grande échelle, le sauver. Cela passe par l'interaction des SAM, qui vont ajouter chacun leur pierre à l'édifice et remodeler tous ces panoramas accidentés, via la construction de routes, tyroliennes, échelles ou quasi remplies de loot. Tout cela symbolise la force collective et la guérison de ce monde, renforçant l'idée de coopération et de connexion humaine. Et Sam dans tout ça ? Sam est un personnage profondément isolé, tant émotionnellement que physiquement, en raison de son enfant phosmophobie. Une peur exagérée d'être touché physiquement. Cette phobie est matérialisée par des cicatrices en forme d'empreintes de mains, vestiges de ses rencontres violentes avec les échoués. La météo hostile, notamment la pluie du Timefall, accentue cette solitude et devient un outil narratif qui amplifie la détresse émotionnelle de Sam. D'ailleurs, arrêtons-nous 2 minutes sur le Timefall, cette pluie qui accélère le temps sur tout ce qu'elle touche. Sur les humains, celle-ci a pour effet de les faire vieillir de façon accélérée. Cette idée de pluie dévastatrice provient du film La pluie du diable de Robert Fuest, où la pluie fait fondre les humains à la manière de l'acide.
L'idée de rendre la pluie menaçante vient donc de ce film. Pour en revenir à Sam, sa mission ne l'enthousiasme guère. Marcher sur des kilomètres pour livrer des colis ne lui procure ni plaisir ni fierté. Il ne semble pas non plus convaincu par la cause qu'il sert, la réunification d'un territoire éclaté, dont il doute qu'elle puisse réellement éviter l'extinction de ce monde. Pour lui, il s'agit juste de remplir son rôle, rien de plus, comme il le dit lui-même. Un paradoxe quand on pense à l'ampleur de sa tâche et au dévouement dont il fait preuve malgré tout. Ce qui est fascinant, c'est l'évolution de Sam, qui passe progressivement de simple livreur à un personnage profondément humain. Sa relation avec Bébé, ou Lou pour les intimes, incarne une connexion grandissante et sincère, tandis qu'il tisse des liens forts avec des personnages comme Hartman, Fragile ou Deadman. Ces rencontres finissent par nous attacher à chacun d'eux, et l'on comprend en fin de compte que Sam est bien plus complexe et humain qu'il n'y paraissait au début. Son choix de garder Lou à ses côtés à la fin du jeu souligne cet aspect, offrant une conclusion intensément émotionnelle. Ce moment final, empreint de calme et de sérénité, devient une pause qui invite à réfléchir à la condition humaine et à l'importance des liens sociaux, aussi bien dans l'univers du jeu que dans notre propre réalité. D'ailleurs, on a évoqué tous les thèmes relatifs à Death Stranding. Il y en a un caché, et pas des moindres, mais qui de mieux que Hideo Kojima lui-même pour en parler. 今回そのデス・ストランディングっていうその配達のゲームっていうものは新しいじゃないですか、だけどまず一番最初に出てくるギミックがロープとはしごじゃないですか。いいところでそのロープとはしごってドンキーコングじゃないですか、でその後例えばバイクに乗ったりレースゲームがある、でいろんなとこ乗り越えていくアクションゲームもある、でクリフとの対戦の時はステルスアクション、シューターとしてもある、であと、ヒッグスの対戦の時に格闘になる、そう格闘になる対戦バーが出てきて、HP ゲージが出てきて格闘になる、でそのゲーム史を総ざらいしてるゲームだと思うんですよ。一からその通りでございます。やっぱりそうですか。それは一からゲームを作ろうって気持ちだ、それともなんていうか自分の昔原点に戻るなのか。結局その昔のゲームは二次元で、箱庭ではなかった立体でもなかったとこからスタートしたのを、もう一度オープンワールドでみんなに再体験してもらうというような、まあこれも裏テーマなんで、もう見抜かれてしまいましたけど。Sam? Oh, I lost you for a few minutes. I hope you're okay. The tornado seems to have passed. Oh, don't forget, Mama's waiting for you. Sam. Contente que vous ayez pu venir. Oui, Kevin. Ah, Sam! T'as quelque chose pour moi? Merci. Si Death Stranding est un jeu unique, c'est aussi grâce à son ambiance sonore, car au-delà de ses paysages désolés et de ses longues marches solitaires, c'est bien la musique qui vient transcender l'expérience. Hideo Kojima n'a jamais caché son amour pour les autres formes d'art. Au-delà du cinéma, sa passion pour la musique a toujours infusé ses œuvres. Metal Gear Solid, déjà, se terminait sur une chanson bouleversante, The Best Is Yet To Come, chantée en gaélique irlandais pour ajouter une touche de poésie. Alors pour Death Stranding, il fallait trouver les bonnes musiques, celles qui pouvaient accompagner un monde vide, fracturé, et qui pourtant devaient porter un espoir discret, fragile mais tenace. Et c'est en Islande, un peu par hasard, que le miracle s'est produit. Kojima, en voyage, entre dans un magasin, entend une chanson à la radio, s'arrête et achète immédiatement le disque. Ce groupe, c'était l'Aurore, le projet musical de Ryan Karazidja. Un son à la fois organique, doux, mélancolique, parfait pour l'image d'une terre tout juste née, comme le décrit Kojima. Je pensais que la musique de l'Aurore correspondait parfaitement à cet environnement rude, mais beau et pur. Touché en plein cœur, Kojima écoute l'album en boucle durant son vol retour vers le Japon. Peu de temps après, Sony contacte l'Aurore pour collaborer sur Death Stranding. Ce choix n'est pas anodin. Pendant de longues traversées du jeu, lorsque vous marchez seul face à l'inconnu, ce sont les morceaux de l'Aurore qui surgissent. Ils accompagnent la solitude de Sam, mais aussi celle du joueur. Kojima parle même d'un nouveau langage dans Death Stranding, où la musique se déclenche et la caméra s'éloigne, donnant l'impression de vivre un moment de cinéma en plein gameplay. Lorsque la musique s'enclenche,
La caméra change de manière transparente selon la situation du joueur. Le joueur a l'impression de regarder un film. Une manière subtile de transformer une simple marche en un instant sacré, où le joueur contemple, vit et ressent son expérience. Et pour accompagner la fin du jeu, Kojima a fait appel au groupe Churches. Ils ont composé un morceau original intitulé tout simplement Death Stranding, utilisé comme générique de fin. Un choix fort, là encore, car Kojima voulait que l'ultime sensation du joueur soit teintée d'espoir malgré les larmes. L'histoire ne s'arrête pas là. Quand Kojima travaille sur la Director's Cut de Death Stranding, une rencontre imprévue va enrichir encore un peu plus son univers sonore. En janvier 2020, à Paris, il fait la connaissance de Woodkid. À l'époque, Kojima n'avait jamais écouté une note de sa musique. Mais le courant passe immédiatement entre les deux créateurs. La pandémie retardera leur collaboration. Mais en 2021, lorsque Kojima commence à monter la nouvelle bande-annonce de Death Stranding Director's Cut, il écoute tous les jours l'album S16 de Woodkid. Et il a une révélation. J'écoutais Goliath en pensant aux images à choisir pour le trailer. C'était comme faire du air montage. Comme du air guitare, mais pour le montage. Résultat, la chanson Goliath devient l'âme sonore de la bande-annonce. Et Kojima décide même d'intégrer Goliath et Pale Yellow à la bande-son du Director's Cut. Woodkid, lui, est honoré de cette collaboration, lui qui avait découvert Metal Gear Solid à l'adolescence sur PlayStation. Il explique « Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de se précipiter dans ce jeu, et que l'action n'existait que parce qu'il y avait des pauses. C'est très inspirant. » Aujourd'hui, Woodkid rêve de pousser encore plus loin cette connexion musique-jeu vidéo en créant des musiques évolutives, qui changeraient en fonction du choix des joueurs. De son côté, Kojima partage cette vision. Mon objectif serait de faire un jeu dans lequel un orchestre entier suit le joueur et réagit à ses mouvements. Dans ces projets, finalement, la mémoire et la puissance de calcul allouée à la musique arrivent toujours en dernière position. La musique est donc toujours sacrifiée. Pour Kojima, la musique n'est pas un simple habillage. Elle est le fil invisible qui relie les émotions du joueur à celles du jeu. C'est un art à part entière qu'il veut absolument intégrer au cœur de l'expérience vidéoludique. Pour conclure, Death Stranding est un voyage, un chemin solitaire ponctué de rencontres, mais aussi une aventure musicale. À chaque pas, chaque respiration, chaque silence, la musique de Kojima tisse un lien entre vous et ce monde brisé. Un lien fragile, un lien précieux, un strand. Quand on pense à un jeu de Hideo Kojima, on pense forcément aux bandes annonces. Le créateur japonais s'en sert à la fois pour communiquer, mais surtout pour donner de la matière aux fans, pour semer le doute, s'amuser avec eux et poser les jalons de l'expérience à venir, mais entrant plus en profondeur sur l'art du montage d'après Hideo Kojima. Hideo Kojima a toujours eu un rapport très particulier avec le montage vidéo. Dès ses premiers pas créatifs, il s'essayait déjà à l'art délicat du montage sur pellicule. À l'époque du collège, il empruntait la caméra Super 8 du père d'un ami pour réaliser de petits films amateurs, modestes mais ambitieux. Kojima explique « La première fois que j'ai touché une machine de montage, c'était au collège. Je tournais des petits films amateurs sans grand intérêt, mais ça posait les bases de ce que je fais aujourd'hui. » À cette époque, le montage se faisait à la main, avec un splicer, une petite machine permettant d'aligner précisément la pellicule pour la couper et la recoller ensuite. Chaque erreur était irréparable, chaque raccord devait être parfait sous peine de bloquer le projecteur. Si cette activité était alors pour lui davantage une contrainte qu'un plaisir, elle forgea néanmoins ses compétences et sa précision. Aujourd'hui, Hideo Kojima continue à monter lui-même certaines bandes annonces de ses jeux. Il distingue deux manières d'aborder ce travail. La première, quand le jeu est encore en développement, se révèle complexe car il doit constamment ajuster le montage au fil des évolutions quotidiennes du jeu. Chaque jour impose de nouvelles contraintes, ce qu'il veut montrer, ce qu'il peut montrer et ce qui est suffisamment abouti pour être montré. C'est pourquoi il refuse catégoriquement d'externaliser ce processus. La seconde manière, plus agréable, concerne les jeux suffisamment avancés pour offrir des séquences entières, comme ce fut le cas avec Metal Gear Rising, Castlevania ou encore Death Stranding Director's Cut. Kojima avoue : Dans ces cas-là, monter est un vrai plaisir. Un processus créatif pur où je peux véritablement m'amuser. La pandémie de C19 l'a forcé à revoir sa manière de travailler, le privant parfois de son équipement habituel. Il s'est alors mis à pratiquer ce qu'il appelle le air editing, imaginant mentalement ses montages avant de les noter rapidement sur son téléphone pour observer mentalement comment le public pourrait réagir à ses choix créatifs. Une méthode atypique, mais à l'image du créateur japonais, précise, personnelle et profondément connectée à son processus artistique.
Au terme de ce long voyage, il est évident que Death Stranding n'est pas simplement un jeu vidéo, c'est une expérience profondément humaine. En incarnant Sam Porter Bridges, on ressent la solitude et l'isolement, mais on découvre surtout la puissance des connexions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou musicales. À travers ce jeu, Hideo Kojima nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous sommes jamais vraiment seuls. Dans une époque où notre monde semble parfois aussi fracturé que celui de Death Stranding, cette œuvre résonne particulièrement fort. Elle nous pousse à réfléchir à notre propre humanité, à l'importance du lien social, de l'empathie et du partage. Finalement, Death Stranding est bien plus qu'un jeu, c'est un miroir qui nous invite à regarder en nous-mêmes, à comprendre les liens invisibles qui nous unissent et à choisir de bâtir des ponts plutôt que des murs. Sur ces paroles, je conclue la vidéo en vous souhaitant de bonnes heures de jeu à venir avec Death Stranding 2. Je vous dis à ciao et à la prochaine avec une nouvelle vidéo.